Akatsuki, un héros rebelle, fut invoqué dans un autre monde pour vaincre le Seigneur Démon, mais doit maintenant protéger sa fille séduisante. De retour sur Terre, ils s'inscrivent à une académie de héros où ils surpassent tout le monde pour devenir le plus fort le jour et se reposent sur les joues démoniaques la nuit. Après avoir vaincu le Seigneur Démon, Akatsuki tenta de regagner la Terre avec un sac suspect, mais il fut poursuivi à travers la forêt par une escouade de servantes d'élite envoyées pour l'arrêter. Il les vainquit aisément par des moyens, disons peu conventionnels, mais avant d'atteindre la porte de l'autre monde, il rencontra Listy, la princesse du royaume. Elle tenta de le convaincre de rester en versant des larmes, mais Akatsuki refusa et l'embrassa pour arrêter ses pleurs. Agacée, elle le gifla et fit volte-face pour partir. Mais Akatsuki lui dit de faire appel à lui si jamais elle avait besoin de son aide. Il traversa ensuite la porte et, une fois rentré chez lui, il ouvrit son sac pour révéler la fille du Seigneur Démon, une grande et pulpeuse beauté nommée Miu. Quand il la réveilla, elle hurla et le réprimanda pour l'avoir déshabillée sans l'avoir d'abord invitée à dîner. Akatsuki expliqua qu'il n'avait agi ainsi que pour qu'elle puisse franchir les portes sans complication. Elle laissa donc tomber sa colère et ils se présentèrent formellement. Le lendemain, une voiture vint les chercher et pendant le trajet, ils passèrent en revue leur plan pour garder secrète l'identité de Miu. Ils avaient convenu de dire à tout le monde qu'elle était sa sœur disparue depuis longtemps et souffrant d'amnésie. Peu de temps après, ils arrivèrent à leur destination, Babel, un institut éducatif où ceux qui revenaient d'autres mondes recevaient une orientation appropriée et apprenaient à utiliser leurs capacités pour aider l'humanité. Après avoir subi quelques tests, Miu craignait que ceux-ci ne révèlent son identité. Mais Akatsuki l'assura que ce ne serait pas le cas, car il était courant pour les rapatriés de présenter des disparités dans leurs gènes et leurs souvenirs. Pendant ce temps, dans une autre zone, un groupe de personnes discutait de l'évaluation d'Akatsuki, intrigués par le fait qu'il possédait 2 titres, Vrai Héros et Overlord. Ils étaient certains qu'il deviendrait un problème pour eux, et l'un d'eux décida d'aller le voir en personne. De retour au centre d'examen, Akatsuki et Miu furent conduits vers une arène, et l'instructeur expliqua que l'endroit était équipé d'une barrière spéciale, les empêchant de subir des blessures. Une fois arrivés, il les informa que la dernière partie de leur inscription serait un test de combat et leur demanda de choisir une arme. Miu choisit une épée, mais Akatsuki décida d'utiliser ses poings, car c'était ainsi que les vrais hommes géraient les choses, ignorant sa suffisance. L'instructeur dit à Miu qu'elle passait en premier, alors elle activa une barrière magique, mais l'instructeur l'assura que cela ne lui servirait à rien. Cependant, lorsqu'il chargea sur elle, Miu le surprit en activant un autre cercle magique et le frappa avec un sort d'eau, le projetant contre un mur. Avant qu'il ne puisse s'en remettre, elle l'atteignit avec un sort de foudre, le faisant s'évanouir immédiatement, car il n'était pas bâti comme Luffy. Akatsuki la félicita pour son excellent travail, mais Miu craignait d'en avoir trop fait en le piégeant pour qu'il baisse sa garde. Juste à ce moment-là, des médecins se précipitèrent pour examiner l'instructeur. Et pendant qu'il s'affairait, Akami, le président du conseil des élèves, entra. Après s'être présenté, il dit à Akatsuki qu'il serait son adversaire. Akatsuki accepta de le combattre, mais Akami expliqua qu'il voulait simplement déterminer le niveau de compétence d'Akatsuki. L'instant d'après, un pilier de glace sortit du sol et faillit empaler Miu, mais Akatsuki la sauva juste à temps. Il interpella Akami pour avoir joué un si sale tour, mais le Gojo à petit budget expliqua qu'il testait simplement les réflexes d'Akatsuki. Il voulait savoir si Akatsuki était digne de devenir le prochain One Punch Man et lui demanda de briser le pilier de glace avec ses poings. Le casse-cou accepta joyeusement, mais Miu l'avertit qu'il se blesserait car la glace était imprégnée de magie, la rendant dure comme la pierre. Akatsuki demanda alors à Akami s'il accepterait de le combattre en duel s'il brisait le pilier, et Akami répondit oui. Satisfaite de sa réponse, Akatsuki s'approcha du pilier de glace, et après avoir canalisé son énergie dans son poing, il le frappa. Étonnamment, le pilier resta intact, mais Akami déclara qu'Akatsuki avait fait ses preuves. Il dit qu'il attendait avec impatience leur duel et déclara qu'ils avaient tous deux réussi leurs examens d'entrée. Après le départ des frères et sœurs, Akami toucha le pilier et il se brisa en 1 million de morceaux. Il réalisa alors que c'était parce que Akatsuki voulait le combattre quand Miu n'était pas là pour être prise entre deux feux. La nuit, pendant qu'Akatsuki et Miu dînaient, Akatsuki se remémora le jour où il avait vaincu le Seigneur Démon et comment la dernière volonté de ce dernier avait été qu'Akatsuki emmène Miu avec lui, car il ne voulait pas qu'il lui arrive du mal. Akatsuki ne comprenait toujours pas pourquoi le Seigneur Démon lui avait fait confiance, mais il décida de se laisser porter par les événements. Tard cette nuit-là, Miu quitta sa chambre pour se rendre dans celle d'Akatsuki et envisagea de mettre fin à sa vie, car elle se souvenait que son père lui avait dit de le faire, et elle ne pensait pas qu'Akatsuki était suffisamment digne de confiance. Cependant, après s'être souvenu de la façon dont il la traitait bien, Miu décida d'annuler ses plans d'exécution. Avant qu'elle ne puisse partir, Akatsuki lui saisit soudainement la main et la fit basculer sur son lit, la faisant se demander s'il avait senti son intention meurtrière, mais il n'en était rien. Il s'avéra qu'il dormait encore et agissait purement sous les instructions de son monstre hormonal, car il tenta de l'embrasser et lui retira sa chemise. Pour l'empêcher d'aller plus loin, elle le supplia d'arrêter, affirmant qu'elle était sa sœur. Cela fit Akatsuki marquer une pause, mais il se ressaisit immédiatement et lui dit d'arrêter de mentir, car sa sœur était morte. Avant qu'elle ne puisse digérer cette information, il massait déjà ses melons, provoquant l'ouverture imminente de ses vannes.
Alors elle le frappa à la tête avec son réveil. Le lendemain, Akatsuki, qui n'avait aucun souvenir de ce qu'il avait fait la nuit précédente, se rendit en classe avec une Miu embarrassée, tandis que tous les élèves dans le couloir les fixaient comme s'ils étaient des célébrités. Après s'être assis au fond de la classe, une fille qui se présenta comme Izumi les approcha et expliqua que leur célébrité inattendue était due au fait que tout le monde avait entendu parler de la façon dont ils avaient brillamment réussi leurs examens d'entrée. Selon le règlement de l'école, les nouveaux arrivants étaient généralement placés en classe E, mais comme ils étaient fortement favorisés par les dieux de l'intrigue, ils avaient été promus en classe B. Après son explication, elle conseilla à Akatsuki de trouver une autre place. Mais avant qu'elle ne puisse lui dire pourquoi, un garçon aux cheveux roux entra et commença à crier sur Akatsuki parce qu'il était assis sur sa chaise. Son nom était Kenya, et selon Izumi, il avait récemment été rétrogradé de la classe A à la classe B et était amé de devoir partager une classe avec ceux qu'il considérait comme faibles. Dès qu'il s'approcha d'eux, Akatsuki lui donna une leçon qui l'envoya voler dans le couloir. Pourtant, il continua de parler sans retenue. Alors Akatsuki lui saisit le visage et commença à le serrer. Il dit à Kenya que les grandes gueules pompeuses comme lui étaient ses préférées, car il prenait toujours un grand plaisir à écraser leur ego. Alors qu'il augmentait la pression sur son visage, Miu arriva derrière lui et lui dit d'arrêter de se comporter comme un homme des cavernes. Alors il lâcha Kenya. Juste à ce moment-là, ils remarquèrent le comité disciplinaire s'approcher d'eux. Et quand elle dit à Miu qui ils étaient, Miu paniqua. Elle tenta de convaincre Akatsuki de dire aux membres que Kenya était celui qui avait commencé la bagarre, mais il lui répondit qu'il était d'accord pour être emmené. Peu de temps après, il fut déposé à la salle du conseil des élèves, et quand 3 des membres du conseil entrèrent plus tard, ils trouvèrent Akatsuki joyeusement assis sur la chaise d'Akami. Cela les surprit. Et alors qu'il commençait à le réprimander pour s'être assis là, Akami entra. L'instant d'après, Akatsuki sauta de la chaise et tenta d'attaquer le président du conseil des élèves, mais ses amis ne le lui permirent pas. Ils défendirent Akami en utilisant leur magie, mais Akatsuki dévia leurs attaques et atterrit devant Akami. Confus, Akami demanda pourquoi Akatsuki avait tenté de l'attaquer, et le garçon répondit qu'il pensait avoir été amené là pour qu'ils puissent avoir leur duel. En réponse, Akatsuki révéla qu'il n'avait pas été informé qu'Akatsuki avait été conduit à la salle du conseil. Juste à ce moment-là, Haruka prit la parole, disant que c'était elle qui avait demandé qu'il soit amené là. Elle dit qu'elle savait qu'il n'avait pas commencé la bagarre en classe. Cependant, elle le prévint de surveiller son attitude, car le moindre faux pas, et il serait fini. Après qu'elle eut fini de jacasser, Akatsuki quitta la salle du conseil et Kuzuha, sa déléguée de classe, vint le chercher pour les emmener à leur premier cours. En chemin, une Haruka en colère atterrit soudainement devant eux. Il s'avéra qu'Akatsuki lui avait subtilisé ses plot covers pendant qu'il était dans la salle du conseil et qu'elle était venue le punir pour cela. Elle invoqua ses armes et chargea sur lui, espérant le découper en utilisant la célèbre attaque slash d'anime. Mais à sa grande surprise, il était indemne. Comme si cela ne suffisait pas, elle découvrit qu'il lui avait pris ses plot covers juste au moment où les boutons de sa chemise s'ouvraient, exposant sa poitrine. Immédiatement, elle serra sa poitrine de honte et s'enfuit après avoir juré qu'elle ferait payer Akatsuki pour l'avoir humiliée. Finalement, ils arrivèrent à l'arène pour rejoindre le reste de la classe pour leur cours d'éducation physique. Une fois le cours terminé, Akatsuki et Miu aidèrent Kuzuha à ranger l'équipement, et ils découvrirent Izumi en train d'embrasser l'une de leurs camarades de classe. Alors que Kuzuha réprimandait Izumi pour avoir utilisé le débarras comme lieu de rendez-vous, la partenaire embarrassée d'Izumi s'enfuit et claqua la porte derrière elle, les bloquant tous à l'intérieur. Akatsuki proposa de défoncer la porte, mais Kuzuha lui avait dit qu'il y avait une pénalité pour la destruction de biens scolaires. Elle l'assura que quelqu'un viendrait bientôt inspecter la pièce et dit qu'il n'avait qu'à attendre. Quelques minutes plus tard, les filles remarquèrent que Kuzuha devait faire pipi. Alors Miu suggéra qu'elle utilise des sacs de sable comme toilette improvisée. Kuzuha leur avait dit qu'elle ne pouvait pas faire ça parce qu'elle était trop pressée pour même se tenir debout. Alors Akatsuki trouva une solution. Il demanda à Izumi et Miu de se tenir devant lui. Et avant qu'elles ne sachent ce qui se passait, il frappa les points de pression sur leurs estomacs. L'instant d'après, les filles tombèrent et commencèrent à ressentir la même pression que Kuzuha. Miu demanda ce qu'il leur avait fait, et il expliqua qu'il avait utilisé sa technique de manipulation d'énergie liée, ce qui lui permettait de contrôler leur énergie interne. Les filles tentèrent de résister à l'envie de faire pipi, mais finalement elles suivirent les traces d'Elsa et lâchèrent tout. Alors elles battirent Akatsuki. Quand Haruka ouvrit la porte plus tard, elles se précipitèrent pour se nettoyer et sous la douche, elle convint de s'unir contre Akatsuki. Le lendemain, pendant le déjeuner, Kenya intimida un garçon nommé Tanaka et prit sa place en tête de la file. Alors Akatsuki lui rendit l'appareil. Tandis que Kenya s'éloignait, agacé, Akatsuki appela Tanaka à reprendre sa place, puis se dirigea vers la fin de la file. Cela fit chuchoter les personnes présentes sur la chute de Kenya, passé de caïd à lâche sans colonne vertébrale, et le garçon n'était pas content. Au même moment, Kuzuha fut convoquée à la salle du conseil des élèves pour discuter du comportement indiscipliné d'Akatsuki. Quand elle retourna en classe plus tard, Izumi et Miu se précipitèrent pour lui demander comment s'était passée sa réunion, et elle leur dit que cela ne les regardait pas. Des heures plus tard, alors que Kuzuha rentrait chez elle, Akatsuki l'approcha et lui demanda ce qu'elle voulait savoir de lui. La question la troubla, alors il expliqua qu'il savait que le conseil des élèves voulait qu'elle leur rapporte tout sur lui, ce qui la surprit.
Cependant, elle ne laissa rien paraître et révéla qu'il l'avait menacée de la renvoyer à son vrai niveau si elle ne fournissait pas les rapports. Akatsuki demanda ce qu'elle comptait faire, et elle admit que cela ne la dérangeait pas d'être renvoyée, car elle s'était toujours sentie déplacée. Quand elle tenta de s'éloigner, il l'arrêta et promit de l'aider avec les rapports, puisque c'était de sa faute si elle s'était retrouvée dans ce pétrin. Plus tard en ville, Miu tira soudainement Izumi dans une ruelle, et la fille cultivée supposa qu'elle essayait de s'amuser avec elle. Miu lui dit de ne pas délirer et attira son attention sur Akatsuki et Kuzuha qui se tenaient devant un café manga. Après que les deux furent rentrés, le Sherlock et Watson à petit budget les suivirent, car ils voulaient savoir ce qu'ils manigançaient. À l'intérieur du café, Kuzuha tenta de partir, mais Akatsuki utilisa sa technique de manipulation d'énergie pour affaiblir ses jambes et la porta jusqu'au pouf dans le coin de leur pièce privée. Après avoir verrouillé la porte, il revint vers elle et elle lui demanda ce qu'il comptait faire d'elle. Il répondit simplement qu'il allait la faire devenir adulte, puis se rapprocha d'elle, la faisant paniquer. Au même moment, Miu, qui était dans la pièce voisine avec Izumi, tenta d'écouter à travers les murs pour entendre ce qu'Akatsuki et Kuzuha faisaient, mais Izumi ne la laissa pas faire. La coquine avait décidé qu'il était plus amusant de jouer avec les stress balls de Miu que d'écouter Akatsuki et Kuzuha. Miu tenta de la faire arrêter, mais ses sons joyeux et son manque de résistance ne firent qu'encourager Izumi à continuer. De retour dans la pièce d'Akatsuki, Kuzuha lui avait dit qu'elle ne pensait pas que sa méthode était la meilleure façon de l'accueillir à l'âge adulte, mais il l'a surpris en la serrant dans ses bras. Il lui dit ensuite que si elle voulait se sentir à sa place dans leur classe, elle devrait commencer à se permettre de ressentir davantage et d'exprimer ses vraies pensées. Il dit qu'il l'avait amenée à cet endroit pour qu'elle puisse pleurer et exprimer toutes ses frustrations sans avoir à s'inquiéter que sa personnalité de scindeur soit compromise. Cela détendit Kuzuha et elle lui dit qu'elle ne se laisserait aller qu'un instant. Quand il fut temps pour eux de partir plus tard, ils découvrirent Miu et Izumi qui commencèrent immédiatement à réprimander Akatsuki pour avoir tenté de profiter de leur ami. Le lendemain, Haruka arpentait la salle du conseil des élèves, se plaignant du retard de Kuzuha avec son rapport. Minami et Ryohei tentèrent de la calmer, mais elle refusa d'écouter car elle était toujours vexée de la façon dont il l'avait déshabillée sans la toucher. Juste à ce moment-là, Akami entra, et quand elle tenta de se plaindre à lui, il la fit taire d'un regard et lui dit qu'il s'occuperait personnellement de tout ce qui concernait Akatsuki à partir de ce jour. Pendant ce temps, quelqu'un s'était introduit dans la salle de contrôle et avait modifié les paramètres du programme d'invocation. Plus tard, pendant le cours d'éducation physique, l'instructeur donna à Miu et Akatsuki des dispositifs de bras qui, une fois équipés, créaient une arme adaptée à leurs compétences et attributs. Miu réussit facilement à faire fonctionner le sien et obtint un bâton, mais Akatsuki découvrit qu'il ne pouvait pas créer d'armes et se demanda si son dispositif de bras était défectueux. Au fur et à mesure que le cours avançait, l'instructeur leur demanda de se diviser en deux groupes, ceux qui voulaient s'entraîner en duel et ceux qui voulaient travailler en groupe. Akatsuki tenta de faire équipe avec les filles, mais elles étaient toujours en colère contre lui à cause de l'incident du pipi, alors elles refusèrent de le laisser les rejoindre. N'ayant pas le choix, il força Kenya à accepter de s'entraîner avec lui. Mais quand Kenya apprit qu'il n'avait pas de magie et ne pouvait pas produire d'armes avec son dispositif de bras, il devint arrogant. Une fois que l'instructeur leur donna le signal de commencer leur match, Kenya activa le cercle magique qu'il avait secrètement créé autour d'Akatsuki et l'enflamma. Il rit de bon cœur en regardant les flammes engloutir Akatsuki, mais tout cela s'arrêta quand il réalisa qu'Akatsuki était indemne. Il tenta de l'attaquer avec ses armes, mais Akatsuki les dévia et chargea sur lui pour lui rendre l'appareil. Kenya activa immédiatement une barrière, mais elle fut inutile contre Akatsuki. Et alors que la lame restait près de sa gorge, le garçon lâche s'évanouit sous le choc en tombant au sol. Akatsuki prit son dispositif de bras pour le tester, mais fut interrompu par les cris provenant de l'arène voisine. Il s'avéra que le monstre qu'ils étaient censés combattre était devenu fou et transformait tout le monde en pierre. Les filles tentèrent de le détruire avec leurs pouvoirs combinés, mais réalisèrent vite que le monstre absorbait leur magie et devenait plus fort. Quand il riposta, Izumi et Kuzuha servirent de bouclier et furent frappés par ses plumes de pétrification. Voyant cela, Miu se battit pour les empêcher d'être écrasés, mais le monstre était plus fort. Juste au moment où il semblait qu'elle allait perdre, Akatsuki arriva et frappa la créature à travers la pièce. Il lui dit ensuite de lui laisser le reste, mais elle l'avertit que ni les attaques directes ni la magie n'avaient d'effet sur le monstre. Akatsuki l'assura qu'il savait ce qu'il faisait, puis créa une grande épée en utilisant les dispositifs de bras qu'il avait arrachés à leurs camarades de classe. Voyant cela, la créature lui lança ses plumes de pétrification, mais Akatsuki les dévia avec son épée. Miu proposa de le soutenir, mais il lui dit de ne pas le faire et lui montra son bras gauche, qui se transformait lentement en pierre. Il lui dit de rester où elle était et chargea sur le monstre, le tailladant continuellement avec son épée jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture pour le poignarder à l'arrière du coup. Il canalisa ensuite son énergie en lui, utilisant l'épée comme conducteur, puis sauta alors que le monstre éclatait en un nuage de poussière. Dès que cela se produisit, les élèves qui avaient été transformés en pierre redevinrent normaux et Miu se précipita pour serrer ses amis dans ses bras. Quand Akatsuki les rejoignit, il dit aux filles que Miu était celle qui les avait empêchées de devenir de l'histoire ancienne et la félicita pour son excellent travail. Peu de temps après, les membres du conseil des élèves apprirent que Kenya était le responsable de ce qui s'était passé dans l'arène.
Haruka commenta à quel point il était stupide d'avoir laissé des indices pour qu'il les trouve, et Ryohei parla de l'habileté d'Akatsuki pour avoir vaincu le monstre seul. Cependant, quand il dit que la compétence d'Akatsuki était suffisante pour le faire monter de classe, les filles furent en désaccord. Selon Minami, Akatsuki n'avait vaincu le monstre que parce qu'il était de bas niveau. À ce moment-là, Tanaka entra dans la chaufferie, mais avant qu'il ne puisse atteindre la fournaise pour accomplir sa mission, Akatsuki apparut. Il dit à Tanaka qu'il savait qu'il était venu se débarrasser de la carte d'accès, que lui et Kenya avaient utilisée pour entrer dans la salle de contrôle et manipuler le monstre. Tanaka feignit l'ignorance, mais Akatsuki lui demanda d'arrêter de faire semblant et révéla qu'il avait toujours su que Tanaka n'était pas le faible qu'il prétendait être. Il n'avait supporté l'intimidation de Kenya que parce qu'il attendait son heure pour se venger et mettre Kenya dans l'embarras. Il s'avéra qu'après l'incident en classe, Kenya avait été contraint de nettoyer l'arène en guise de punition. Il possédait donc la clé d'accès et avait forcé Tanaka à s'introduire avec lui dans la salle de contrôle. Cependant, même si c'était Kenya qui avait manipulé les données du monstre, Tanaka revint plus tard et régla tout au niveau le plus élevé, le faisant devenir incontrôlable. Réalisant que sa couverture était grillée, Tanaka arrêta de faire semblant et attaqua Akatsuki. Alors le garçon s'arma. Cependant, Tanaka l'attaqua de nouveau en utilisant la magie du vent et ne lui laissa aucune chance de se défendre ou de riposter. Il ne s'arrêta que lorsqu'il remarqua qu'Akatsuki avait perdu connaissance et s'approcha de lui, disant qu'il n'était que du vent. L'instant d'après, Akatsuki équipa soudainement son épée, surprenant Tanaka, qui était si sûr de l'avoir mis KO. Pour l'aider à saisir la situation, Akatsuki lui a révélé qu'il s'était délibérément laissé frapper afin que Tanaka baisse sa garde. De plus, il avait utilisé sa technique de manipulation d'énergie liée pour se défendre contre les assauts, ce qui expliquait pourquoi il était resté totalement indemne après avoir encaissé une telle volée de coups. En entendant cela, Tanaka, par pure mesquinerie, décida de diriger sa prochaine attaque vers le bâtiment. Akatsuki lui rappela l'existence de la barrière, précisant que la seule conséquence serait que les étudiants s'évanouiraient de douleur mentale, mais Tanaka rétorqua que ce ne serait pas du tout le cas. Il fit remarquer que la barrière ne pouvait pas protéger les gens des débris qui tombaient. Donc s'il déchaînait son attaque, la plupart des gens passeraient de l'autre côté en un instant. Curieux, Akatsuki demanda à Tanaka quel était son objectif final, et le jeune homme révéla qu'il voulait la destruction de Babel. Il affirma que l'école n'était qu'une façade pour entraîner des enfants surpuissants destinés à être envoyés au combat si le besoin s'en faisait sentir. Il savait que mener à bien son plan de cette manière entraînerait de nombreuses victimes, mais il s'en moquait, car selon lui, toute révolution avait toujours un prix à payer. Alors qu'il s'apprêtait à activer le sort, Bekome apparut et le figea dans la glace, surprenant Akatsuki. Il avoua qu'il n'avait pas voulu intervenir, mais qu'il y avait été contraint car la situation avait complètement dégénéré. Akatsuki rangea alors son arme et s'éloigna, disant qu'il allait prendre des nouvelles de Miu et des autres. En parlant de Miu, elle se trouvait dans l'arène, aidant à soigner ceux qui avaient été gravement blessés durant cette folie monstrueuse. Quand Akatsuki revint, portant davantage de trousses de premier secours, elle commença à le réprimander pour ne pas avoir fait examiner son bras. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, elle fut soudainement prise de vertige et s'évanouit. Quelques heures plus tard, elle se réveilla à l'infirmerie et Akatsuki vint la voir avec des boissons en conserve. Il lui demanda comment elle se sentait et Miu répondit qu'elle allait bien. Mais quand il lui serra l'épaule et qu'elle grimaça, il la traita de menteuse. Il utilisa ensuite sa technique d'énergie liée pour accélérer son processus de guérison. Et après une légère séance de taquinerie, Miu réalisa que ses yeux étaient embués et tenta de retenir ses larmes. Akatsuki se tourna vers la fenêtre et l'encouragea à pleurer, disant qu'il savait qu'elle ne s'était pas permis de faire son deuil correctement depuis la mort de son père. Au début, Miu ne voulait pas le laisser la voir s'effondrer, mais finalement, elle éclata en sanglots. Alors il la laissa s'accrocher à lui sans dire un mot. Quelques jours plus tard, alors que Miu prenait sa douche, elle se dit qu'elle avait demandé aux filles de l'accompagner faire du shopping pendant leur jour de congé. C'est alors qu'elle entendit Akatsuki lui demander ce qu'elle allait acheter et leva les yeux pour le trouver debout sur le mur, le dos au plafond. Alors, elle hurla. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Akatsuki se retrouva avec une boîte de Lunchables en guise de punition pour ce qu'il avait fait sous la douche. Alors qu'il mangeait en silence, Akatsuki se leva soudainement de sa chaise, furieux, en entendant le présentateur des nouvelles parler d'une organisation nommée Koku. Miu était curieuse de savoir pourquoi il avait réagi de cette manière. Alors, pendant le déjeuner à l'école, elle demanda à Isumi et Kazuha de lui parler de l'organisation. Elles lui expliquèrent que le nom signifiait « enfants traversant d'autres nations » et que tous ses membres étaient les individus les plus puissants revenus d'autres mondes. De plus, l'organisation aidait à diriger le monde et était responsable de chaque institut Babel dans le monde entier afin d'empêcher les enfants de mal utiliser leur pouvoir. Ailleurs, les membres de Cocoon se réunirent pour discuter d'Akatsuki et Akami leur dit qu'il avait eu un petit aperçu de ses pouvoirs. Il déclara qu'il continuerait à le surveiller pour voir s'il était digne de rejoindre leur rang. Pendant ce temps, Akatsuki était sur le toit, pensant au gars qu'il avait vu sur le toit parce qu'il l'avait reconnu. Ses pensées furent bientôt interrompues par un étudiant qui était monté sur le toit pour prendre l'air. Le garçon, nommé Motoharu, le regarda une seule fois et reconnut qui il était, alors il s'approcha de lui sous prétexte de le saluer et tenta de le frapper. Mais Akatsuki avait des réflexes rapides et attrapa facilement son poing. L'instant d'après, les deux commencèrent à se battre, mais Akatsuki était plus fort. Et après qu'il eut mis Motoharu à terre,
le garçon demanda une trêve. Alors il recula et l'aida à se remettre sur pied. Immédiatement, leurs mains se touchèrent. Motoharu sentit qu'Akatsuki utilisait la manipulation d'énergie liée et se demanda à voix haute si Akatsuki était la personne qu'il cherchait. Akatsuki recula, demandant de quoi il parlait, mais Motoharu ignora la question et l'invita à passer du temps avec lui après l'école le lundi suivant parce qu'il voulait lui présenter quelqu'un. Cela parut un peu trop louche à Akatsuki, alors il lui dit qu'il n'avait pas le droit de rencontrer des inconnus. Comprenant ce qu'il voulait dire, Motoharu se présenta à Akatsuki et lui dit qu'il était un étudiant de classe A. Akatsuki accepta donc son invitation. Ce soir-là, Akatsuki et Miu allèrent dans un dépanneur pour acheter des provisions. Et sur le chemin du retour, il dit à Miu qu'ils iraient faire du shopping le lendemain, car il avait entendu parler de demander aux filles de l'accompagner. Le lendemain, Akatsuki emmena Miu au centre commercial comme promis, et elle fut impressionnée par la taille de l'endroit. Izumi et Kazuha, qui les avaient accompagnés, lui dirent que ce centre commercial était petit comparé à d'autres, et reprochèrent à Akatsuki de ne pas l'avoir emmené faire du shopping plus tôt, alors il s'excusa. Elles se promenèrent ensuite dans le centre commercial avant d'aller au magasin Linjuri, et les filles parlèrent de demander à l'une des vendeuses de venir prendre les mesures de la poitrine de Miu parce qu'elles ne les connaissaient pas. C'est alors qu'elles remarquèrent qu'Akatsuki était toujours avec elles et lui demandèrent combien de temps il comptait rester. Akatsuki tourna son attention vers Miu pour lui demander si elle voulait qu'il reste, et elle répondit timidement par l'affirmative. Cela fit dire à l'idiot qu'elle avait fait un bon choix car il connaissait tout de la lingerie grâce à tout le temps qu'il avait passé à travailler comme garde du corps dans un bordel dans l'autre monde. Heureusement, les filles ignorèrent sa stupide déclaration et Miu se rendit dans une cabine d'essayage pour être mesurée par un membre du personnel. Après avoir pris ses mesures, la femme lui apporta des parures à essayer et laissa entendre qu'Akatsuki les aimerait, car elle supposait qu'il était son petit ami. Une fois la femme partie s'occuper d'autres clientes, Miu marmonna devant le miroir et se demanda si Akatsuki les aimerait vraiment. Cependant, lorsqu'elle réalisa qu'elle se comportait comme si elle avait le béguin pour cet idiot cultivé, elle s'arrêta et tenta d'enlever l'ensemble. Malheureusement, elle eut du mal et le déchira accidentellement dans le processus, ce qui la rendit inquiète. L'instant d'après, elle entendit la voix d'Akatsuki lui disant qu'elle était en difficulté et leva les yeux pour le trouver agissant à nouveau comme Spider-Man. Alors, elle hurla. Après s'être ressaisie, elle vérifia que personne n'était dans le couloir avant de retourner vers Akatsuki pour l'avoir espionnée sans vergogne, mais il dit qu'il n'avait fait que veiller sur elle. Il plaça ensuite l'ensemble déchiré dans sa main et lui dit qu'elle devait en informer la vendeuse et le payer. Mais Miu hésitait, car cela coûtait si cher. C'est alors que la vendeuse revint faisant paniquer Miu car elle ne voulait pas que la femme trouve Akatsuki dans la pièce avec elle. Elle dit à Akatsuki de se cacher, puis ouvrit la porte pour parler à la femme, l'assurant qu'elle allait très bien. Après avoir refermé la porte, Akatsuki descendit du plafond et lui dit qu'elle devait s'excuser d'avoir déchiré le soutien-gorge. Et pendant qu'il parlait, la vendeuse entra. Immédiatement, elle commença à réprimander Akatsuki pour sa présence, attirant l'attention d'Izumi et Kazuha, qui se trouvaient dans le couloir. Elle attira également l'attention de Haruka, qui était dans la cabine d'essayage d'en face, en train d'essayer un ensemble de lingerie. La jeune fille lui demanda ce qu'il faisait là, mais il répondit en lui demandant ce qu'elle faisait là, vêtue comme son rêve le plus fou, et c'est là qu'elle fut embarrassée. Après qu'elle fut retournée dans sa cabine d'essayage, Akatsuki attira l'attention de la vendeuse et lui dit que le soutien-gorge qu'elle avait apporté pour Miu était trop petit. La femme soutint qu'elle avait bien pris les mesures, mais Akatsuki, étant un inspecteur de melon certifié, lui assura qu'elle s'était trompée et lui demanda de leur apporter une taille plus grande. Après que la femme fut partie chercher l'article, Akatsuki fit tourner Miu dos à lui et pressa un point de pression sur son cou avant de faire craquer le reste de son corps comme un chiropraticien professionnel. Quand la vendeuse revint avec le soutien-gorge, il aida Miu à l'enfiler et à la surprise générale, il lui allait parfaitement. Il informa ensuite la vendeuse du soutien-gorge déchiré et la femme dit qu'il n'avait pas à payer pour les dégâts car elle était en faute pour lui avoir apporté la mauvaise taille. Malgré tout, Akatsuki refusa d'accepter sa générosité et admit qu'il avait manipulé le corps de Miu pendant son absence. Il expliqua qu'il l'avait fait parce que Miu avait été très tendue, ce qui avait provoqué la contraction de son corps, donnant l'impression que le soutien-gorge précédent était sa taille réelle. Après son explication, il dit à la femme qu'il paierait pour le soutien-gorge endommagé puisque ce n'était pas vraiment de sa faute et demanda qu'elle assiste toujours Miu chaque fois qu'elle viendrait au magasin. Cela agaçait Miu et elle le réprimanda pour avoir menti, disant qu'elle avait déchiré le soutien-gorge en essayant de l'enlever et qu'elle devait s'en excuser. Quand elle commença à pleurer, Akatsuki la réconforta et les filles dirent que, pour quelqu'un d'aussi cultivé, il était une personne gentille. C'est alors que Miu remarqua que sa lingerie était devenue translucide, alors la vendeuse expliqua qu'elle était faite d'un matériau qui réagissait à l'augmentation de la température corporelle de la personne qui la portait. Embarrassée, Miu se détourna juste au moment où Haruka entra entièrement vêtue pour se plaindre de la présence d'Akatsuki. À ce moment-là, Izumi et Kazuha décidèrent de partir, mais le voleur amélioré du renard brandit leur lingerie, qu'il avait retirée à leur insu. Alors que les filles se plaignaient, Haruka leur dit que c'était parce qu'elles avaient baissé leur garde. Alors Akatsuki prit la sienne pour prouver qu'elle aussi avait baissé sa garde. Il renvoya ensuite la vendeuse et s'approcha d'elle, disant qu'il devait leur faire ce qu'il avait fait à Miu pour que sa sœur ne continue pas à se sentir embarrassée.
Plus tard, le groupe déjeuna sans Haruka, et pendant qu'il mangeait, Izumi demanda à Akatsuki ce qu'il comptait faire pour le prochain match classé. Comme il n'avait pas prêté attention quand cela avait été annoncé en classe, Miu expliqua que le match faisait partie de leurs examens finaux. Elle dit que tous les étudiants devaient participer car leur performance déterminerait la classe dans laquelle ils seraient placés pour la prochaine année scolaire. Izumi et Kazuha ajoutèrent qu'ils étaient autorisés à former des équipes de 4 pour les matchs, et Miu dit qu'il voulait qu'ils rejoignent leur équipe. Akatsuki fut surpris qu'elle veuille l'inclure, mais Miu précisa que c'était parce qu'elle savait qu'il était un solitaire et qu'il aurait du mal à trouver une équipe à temps pour les matchs. Il savait qu'elle mentait mais décida de jouer le jeu et dit qu'il adorerait rejoindre leur équipe, ce qui la rendit heureuse. La semaine suivante, la ville fut placée en état d'alerte maximale en raison du prochain sommet Cocoon. Cependant, malgré toutes les mesures de sécurité mises en place, certains terroristes réussirent tout de même à pénétrer dans le lieu et durent être pris en charge par le commis. Pendant ce temps, les étudiants de Babel passaient un examen, et tandis que tout le monde peinait à terminer le leur, Akatsuki était occupé à dormir. Quand le professeur le remarqua, il s'approcha pour le réveiller et fut surpris de voir qu'il avait terminé l'examen et obtenu toutes les bonnes réponses, alors il le laissa tranquille. Plus tard, après la fin du cours, Akatsuki se tenait dehors sous la pluie avec les filles alors qu'elles discutaient de la façon dont l'examen s'était passé. Izumi et Kazuha étaient sûrs d'avoir bien réussi, mais Miu semblait abattue car il était évident qu'elle avait mal fait. Pour la réconforter et la distraire du fait qu'elle n'était pas un Einstein, Izumi lui demanda si elle voulait sortir quelque part. Avant qu'elle ne puisse répondre, Motoharu les interpella du haut d'un arbre voisin où ils se tenaient pour une raison quelconque. Ayant la mémoire d'un poisson rouge, Akatsuki demanda qui il était. Alors Motoharu lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés la semaine précédente et avaient convenu de passer du temps ensemble. Ne voulant pas interférer avec leurs discussions, les filles décidèrent d'aller faire leurs propres affaires. Au moment où la pluie cessa, Motoharu et Akatsuki étaient arrivés à l'atelier automobile de l'école, et Akatsuki fut impressionné d'apprendre qu'il disposait d'une telle installation. Motoharu lui montra ensuite la piste de course attenante, qui ressemblait à une piste de Formule 1, et expliqua que c'était là qu'ils menaient leurs expériences. C'est alors que Motoharu aperçut l'ingénieur responsable des lieux et courut le rejoindre pour lui parler. Quand Akatsuki les rejoignit, Motoharu le présenta à l'ingénieur. Mais l'homme l'ignora comme s'il était une publicité impossible à passer et s'éloigna. Malgré tout, les garçons le suivirent dans l'atelier, alors il demanda ce qu'il voulait. Motoharu répondit qu'il avait amené Akatsuki pour tester quelque chose, mais l'ingénieur dit qu'il devrait partir car Akatsuki ne ferait que se blesser. Cela fit se plaindre Motoharu, et pendant qu'il le faisait, Akatsuki remarqua quelque chose de couvert dans un coin de la pièce et s'en approcha. L'ingénieur lui dit de laisser cela tranquille, mais le garçon l'ignora et toucha la couverture. L'instant d'après, il fut projeté hors de l'atelier par un courant électrique à haute tension. Alors, il demanda ce qu'il avait bien pu toucher, au nom de Black Lightning. Il s'avéra que c'était une moto que l'ingénieur décrivit comme étant alimentée par l'esprit et dont on disait qu'elle pouvait briser le mur du son à sa vitesse maximale. Motoharu ajouta que la moto choisissait qui pouvait la piloter et tous ceux qu'elle rejetait étaient toujours projetés de la même manière qu'elle l'avait fait à Akatsuki quelques secondes auparavant. L'ingénieur leur dit que ce n'était qu'un avertissement et que la prochaine fois qu'Akatsuki la toucherait, il serait propulsé dans l'au-delà. Malgré tout, Motoharu encouragea Akatsuki à la piloter, disant qu'il était sûr qu'il était le bon candidat pour la moto. Étonnamment, Akatsuki était du même avis que l'ingénieur et ne pensait pas qu'il était sage de jeter sa vie en l'air sur un coup de tête. Cependant, il changea d'avis en apprenant que la seule personne à avoir jamais piloté la moto était son père. Il était déterminé à prouver qu'il était meilleur que son vieux et déclara qu'il dompterait la moto quoi qu'il arrive pendant qu'il l'essayait. Les bruits assourdissants et les ondes de choc attirèrent l'attention de Haruka, alors elle vint enquêter sur la source. Dès qu'elle vit qu'Akatsuki en était la cause, elle descendit sur la piste et lui ordonna de l'accompagner au bureau des services aux étudiants pour infraction au règlement. Selon elle, avant que quiconque ne soit autorisé à utiliser la piste pour une telle expérience, il fallait en faire la demande au conseil des étudiants pour approbation, et il ne l'avait pas fait. L'ingénieur lui demanda de laisser passer et proposa de régler la moto pour Akatsuki, mais Haruka refusa, disant que la moto serait confisquée comme preuve matérielle. Elle fit alors l'erreur de la toucher et tous ses vêtements furent arrachés par les ondes électriques. Elle s'accroupit rapidement pour cacher ses parties intimes et blâma Akatsuki pour son malheur, mais il l'assura qu'il était innocent. Quand il commença à la taquiner à propos d'avoir touché la moto à nouveau, elle reçut un appel et lui dit qu'elle s'occuperait de lui plus tard. À sa surprise, il drapa sa veste sur son épaule, alors elle le remercia pour sa prévenance et promit de la lui rendre avant de s'envoler. Il se trouva qu'un groupe se revendiquant membre d'une organisation terroriste connue sous le nom de Crépuscule Cramoisi avait pris le contrôle du 47e étage du lieu du sommet. Le conseil des étudiants de Babel fut donc contacté pour gérer la situation. Alors que Haruka se rendait sur place, Minami et Ryohei la briefèrent au téléphone, et ils lui dirent qu'ils ne croyaient pas que les terroristes étaient ceux qu'ils prétendaient être car aucun d'entre eux ne montrait de signes de possession de capacités magiques. Quand elle arriva à leur lieu de rendez-vous, elle demanda ce que les terroristes exigeaient, et on lui dit qu'ils voulaient que le sommet soit suspendu indéfiniment et que leurs 4 camarades capturés ce matin-là soient libérés. Après avoir entendu cela, la vice-présidente décida de ne pas négocier avec eux et dit à son équipe qu'ils allaient secourir les otages.
C'est alors que Ryohei demanda pourquoi elle n'était vêtue que d'une veste. Mais Haruka, se sentant embarrassée, lui dit de se concentrer sur la mission. Ils sautèrent ensuite sur le toit de l'hôtel et, après avoir assommé les gardes postés là, pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment. Ryohei se débarrassa rapidement du garde dans le couloir, leur permettant de se diriger vers l'endroit où les otages étaient détenus. Une fois sur place, Minami utilisa la magie de la terre pour créer un mur de pierre autour des otages, afin que ses amis puissent neutraliser les gardes sans avoir à se soucier de traumatiser qui que ce soit. Malheureusement, l'un des terroristes qui faisait semblant d'être un otage attrapa une petite fille et l'utilisa comme monnaie d'échange pour s'échapper. Alors que l'hélicoptère qu'il avait demandé commençait sa descente, le conseil complota sur la manière de sauver la fille et d'arrêter le type. Cependant, quand la petite fille commença à pleurer, Akatsuki apparut soudainement tel le chevalier noir et frappa son ravisseur au visage. La commotion momentanée permit aux membres du conseil de maîtriser les terroristes restants, et une fois qu'ils furent tous appréhendés, Haruka commença à réprimander Akatsuki pour avoir agi sans réfléchir. Le garçon lui dit qu'il l'avait fait parce qu'il ne supportait pas de voir une dame pleurer, puis s'éloigna. C'est alors que la mère de l'enfant arriva et commença à remercier Haruka d'avoir sauvé sa fille, même si Haruka lui dit qu'elle n'avait rien fait. Pendant ce temps, alors que les autres otages descendaient, l'un des terroristes qui se cachait encore parmi eux tenta de faire exploser le bâtiment. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Motoharu apparaisse et le batte avant qu'il ne puisse atteindre son objectif. Le lendemain, à Lazare, le monde d'où ils étaient revenus, une réunion entre les souverains des 3 royaumes fut organisée pour discuter d'une possible alliance. Au cours de leur discussion, l'empereur Barum de l'Empire d'Istia informa l'Est, qui était maintenant reine à Volk, l'empereur d'Alakalsta, qu'il avait découvert où se trouvait Miu. Il proposa d'envoyer quelqu'un pour la récupérer, mais l'Est était contre l'idée, car elle pensait que cela provoquerait le clan des Ténèbres. Barum argua que tant que Miu vivrait, le clan des Ténèbres continuerait d'espérer obtenir un nouveau seigneur démon et il ne voulait pas cela. L'Est tenta de le convaincre de laisser les choses en l'état, mais Volk se rangea du côté de Barum et dit qu'il ne pouvait pas risquer que le clan des Ténèbres se remette sur pied. Il demanda à Barum où il pouvait trouver Miu et il révéla qu'elle avait quitté leur monde et se trouvait maintenant sur Terre. Au moment de cette réunion, les membres du conseil des étudiants, à l'exception de Takami, se détendaient à la plage. Enfin, Minami et Ryohei se détendaient, tandis que Haruka se plaignait car elle ne trouvait pas logique qu'on leur accorde du temps libre alors qu'ils avaient le reste de leurs examens à gérer, ainsi que les prochains matchs de classement à préparer. Ryohei lui rappela que c'était une récompense de la famille de la fille qu'Akatsuki avait sauvée et dit qu'ils étaient conscients qu'elle était de mauvaise humeur parce qu'Akatsuki les avait rejoints pour le voyage. Sans surprise, Akatsuki avait emmené les filles avec lui, et quand il suggéra de jouer dans l'eau, Miu aperçut les membres du conseil et s'approcha d'eux. Elle invita Haruka à venir jouer avec eux, mais la vice-présidente tenta de la repousser car elle ne voulait pas être à moins de 2 mètres d'Akatsuki. Ryohei et Minami lui dirent d'arrêter de faire comme si elle ne voulait pas secrètement une saucisse d'Akatsuki et de passer outre sa rancune unilatérale. Agacée et déterminée à leur prouver le contraire, Haruka accepta d'aller avec Miu et la suivit pour jouer au volleyball avec Akatsuki et les autres. Après cela, ils tombèrent sur Motoharu qui les convainquit de participer à un concours de vol de maillots de bain organisé par des gens avec qui ils travaillaient à temps partiel. Alors qu'ils se tenaient avec le reste des concurrents, l'animateur a expliqué qu'ils allaient procéder à un tirage au sort pour désigner un guide qui devrait éviter de se faire enlever son maillot de bain pendant 1 heure complète et s'il parvenait, il serait couronné vainqueur. Une fois qu'elle eut fini de parler, le tirage au sort fut effectué et Akatsuki fut désigné comme l'heureux élu. L'animateur l'informa alors qu'il avait 10 secondes d'avance pour trouver un endroit où se cacher sur la plage. Se sentant observé comme un morceau de viande juteux, Akatsuki se mit à courir pour trouver la cachette parfaite afin d'échapper à ses camarades concurrents. Cela lui rappela l'époque où l'escouade d'élite des domestiques d'un Lazare l'avait poursuivi dans la forêt. Il commença donc à s'amuser à essayer d'éviter de se faire attraper par les autres concurrents. Il ne manqua pas non plus l'occasion de leur subtiliser leur maillot de bain, les empêchant de le poursuivre puisqu'ils essayaient tous de se couvrir. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Listy et Volk étaient convaincus que Barum délirait, car ils refusaient de le croire quand il disait que Miu était sur Terre. Listy lui rappela que seuls ceux invoqués de la Terre pouvaient traverser les portes de l'autre monde, mais Barum insista sur le fait que Miu les traverserait. Il révéla ensuite que c'était Akatsuki qui l'avait fait passer par la porte, choquant Listy. De retour à la plage, les filles de Babel décidèrent d'unir leurs forces et élaborèrent un plan pour traquer Akatsuki, car elles réalisèrent qu'elles étaient les seules à ne pas avoir été victimes de ses attaques. Quand il finit par les attaquer, Kuzuha et Isumi utilisèrent leur magie pour le piéger dans le sable, mais elles baissèrent leur garde, lui permettant de s'échapper et de les attaquer. Il prit d'abord le maillot de bain d'Isumi avant de s'en prendre à Kuzuga, qui tenta en vain de le dissuader de lui prendre son maillot de bain, juste au moment où il s'apprêtait à le retirer. Motoharu apparut et lui dit de ne pas le faire, car il diffusait le jeu en direct et ne voulait pas que la chaîne soit annulée pour avoir promu un comportement indécent. Comprenant ce qu'il voulait dire, Akatsuki décida de s'en prendre à Haruka, qui s'enfuit immédiatement dans les douches des femmes, certaines d'y être en sécurité. Malheureusement, elle avait oublié qu'Akatsuki était l'impudeur personnifiée, et fut choquée quand il entra comme s'il était chez lui. Elle tenta de le déjouer mais glissa sur un savon et tomba dans ses bras. Alors il lui subtilisa son haut de maillot de bain,
et sauta par la fenêtre pour continuer sa quête coquine. Mia fut sa dernière victime et elle se jeta à l'eau, croyant qu'il ne penserait pas à la chercher là, mais Akatsuki apparut soudainement. Il expliqua qu'il avait senti son énergie, et quand il fit un geste vers son haut, la jeune fille paniqua et faillit se noyer. Akatsuki la ramena rapidement à la surface, mais comme il était un sacré petit coquin, il attrapa ses 2 melons et dit qu'il voulait aider à les couvrir puisque c'était ce qu'elle essayait de faire. Quand elle commença à protester, l'animateur annonça qu'ils avaient été disqualifiés parce qu'ils étaient allés dans l'eau, ce qui était contre les règles. Mew s'excusa de l'avoir fait disqualifier, mais Akatsuki balaya cela d'un revers de main et fit remarquer que son maillot de bain était fait du même matériau que la lingerie qu'ils avaient acheté l'autre jour. Réalisant que son maillot de bain devenait translucide, Mew fut embarrassé, mais Akatsuki l'aida en la portant dans ses bras pour empêcher quiconque de voir ce que sa maman lui avait donné. Quelques jours plus tard, dans l'autre monde, Listy, Volk et leur entourage se tenaient devant la porte. Et quand Barum arriva, ils lui demandèrent comment il comptait envoyer le groupe de poursuite après Mew, car ils ne croyaient toujours pas ce qu'il disait à propos d'Akatsuki en menant Mew à travers la porte. Barum leur présenta un chevalier nommé Phil et expliqua qu'il venait aussi de la Terre, donc il n'aurait aucun mal à traverser la porte pour aller confirmer si Mew était vraiment là. Listy pensa qu'il était absurde et lui rappela qu'une fois qu'une personne avait traversé la porte, elle n'avait aucun moyen de revenir. Mais Barum lui dit que ce ne serait pas un problème. Il dit ensuite à Phil de se débarrasser d'Akatsuki s'il essayait de l'empêcher de ramener Mew, et quand Listy se plaignit disant qu'il ne pouvait pas faire ça à leur héros, Barum lui dit qu'Akatsuki n'était pas un héros. Il lui rappela que le vrai héros, Léon, était mort en protégeant Akatsuki du Seigneur Démon, forçant Listy à abandonner la capitale par la suite. Pourtant, Listy argua que si Akatsuki n'avait pas accepté le titre de héros renégat à cause de la culpabilité qu'il ressentait d'avoir laissé mourir le vrai héros, aucun d'entre eux ne serait en vie pour discuter de son destin. Elle exigea que Barum retire ses déclarations calomnieuses, mais l'empereur refusa et dit qu'il ne le ferait que lorsque la preuve serait faite que Mew n'était pas sur Terre. Juste au moment où Phil s'apprêtait à franchir les portes, Zex, un des subordonnés de Listy, sortit son épée et le défia en combat pour tester ses compétences. Listy était contre l'idée, mais Phil était prêt à prouver qu'il n'était pas un autre clone de Ken. Et en un clin d'œil, il élimina tous les soldats restants. Zex resta bouche bée comme un poisson, tout comme Listy et Miranda. Mais avant que les 2 chevaliers ne puissent s'affronter, Baram leur ordonna de s'arrêter. Phil prit cela comme un signal pour commencer sa mission. Il se retourna donc et traversa la porte. Pendant ce temps, à Babel, les étudiants étaient dehors, attendant le début de leur match de classement. Motoharu s'approcha d'Akatsuki pour le saluer, et pendant qu'ils discutaient, Mew les interpella. Quand ils allèrent la rejoindre, elle et les filles, elle commença à se plaindre qu'Akatsuki était en retard. Alors Odi demanda si quelqu'un avait pissé dans ses céréales. Kuzuki lui dit qu'elle était sur les nerfs parce que les gens la fixaient depuis leur arrivée. Akatsuki demanda pourquoi il ne l'approchait pas simplement pour lui parler, alors Izumi expliqua que personne n'oserait faire ça quand il était dans les parages. Comme pour prouver ses dires, un groupe de garçons qui se tenaient derrière eux s'enfuit quand Akatsuki se retourna pour les regarder. Monoharu dit alors que les seules personnes qui oseraient s'en prendre à lui étaient celles de la classe et les membres du conseil étudiant. En entendant cela, Akatsuki demanda si les membres du conseil se joindraient au match, car il avait hâte de finalement combattre Akami. Monoharu répondit qu'il le ferait, mais qu'il rejoindrait le match le 2e jour. Il parlait encore des membres du conseil étudiant quand les membres eux-mêmes s'approchèrent d'eux. Akatsuki dit joyeusement à Akami qu'il avait hâte de l'affronter. Mais Akami dit qu'il ne participait pas au match car il assistait toujours au sommet. Cela ne dissuada pas Akatsuki. Alors Akatsuki promit de faire de son mieux pour être présent vers la fin des matchs et Akatsuki fut ravi. Cependant, Haruka lui dit de ne pas l'être car elle et les autres membres du conseil lui donneraient du fil à retordre une fois qu'il rejoindrait les matchs le lendemain. Mikami fit alors ses adieux au groupe et s'éloigna avec le sien, mais Haruka resta en arrière pour parler avec Mew. Après leur brève conversation, Mew retourna auprès de ses amis. Et quand ils lui demandèrent ce qu'elle avait discuté avec Haruka, elle leur dit que ce n'était rien de sérieux. Bientôt, ce fut l'heure d'un briefing. Un écran apparut donc dans l'arène tandis qu'un instructeur s'adressait aux étudiants, leur expliquant comment se dérouleraient les matchs. Pendant son explication, il mentionna que les limites sur les dispositifs d'armes seraient réduites, mais Izumi et Kuzuha dirent que cela ne signifiait pas nécessairement que leurs armes augmenteraient en puissance. Elles dirent aussi que le bracelet avait une fonction qui leur permettait de changer de tenue, alors elles l'activèrent toutes et changèrent de vêtements. Les vêtements de chacun se transformèrent en tenues d'aventurier irrégulières. Mais la tenue de Mew la faisait ressembler à quelqu'un qui travaillait la nuit dans le quartier chaud. Elle essaya immédiatement de se couvrir car elle était embarrassée, alors Akatsuki tenta de jouer le rôle du grand frère mais ne fit qu'empirer son malaise. Finalement, le match commença et l'équipe d'Akatsuki se fit un nom en battant 14 équipes en moins d'1 heure. Leurs victoires impeccables attirèrent l'attention de ceux du centre de contrôle. Et l'un des instructeurs dit qu'avec l'habileté d'Akatsuki, il pourrait facilement affronter les membres du conseil étudiant. Haruka exprima immédiatement son désaccord, disant qu'Akatsuki était surestimé. Cependant, Ryohei et Minami n'étaient pas d'accord avec sa déclaration. Ils croyaient qu'Akatsuki était digne des éloges qu'il avait reçus, mais Haruka était trop aveuglé par sa haine envers lui et refusait de l'accepter.
Elle se sentait insultée qu'un dégénéré perdant comme Akatsuki soit placé dans la même catégorie qu'elle. Elle décida donc de rejoindre le match plus tôt que prévu pour prouver qu'il n'était qu'une blague. Ce soir-là, après une journée mouvementée à prouver qu'ils étaient les meilleurs, Akatsuki et les filles étaient assis autour d'un feu de camp, et il suggéra à Izumi et Kuzuha de créer une source chaude en utilisant leur magie. Il commença à leur présenter l'idée et les aurait convaincus de le faire si Miu n'avait pas eu une imagination très réaliste de ce qui pourrait mal tourner et n'avait pas rejeté l'idée. L'instant d'après, la barrière de vent qu'elle avait mise en place fut brisée et les membres du conseil s'approchèrent d'eux. Après avoir échangé quelques mots avec Akatsuki, Haruka le défia en duel et il accepta, mais les filles s'y opposèrent. Miu demanda alors pourquoi il le ciblait constamment, mais Haruka ne trouva pas les mots justes pour expliquer. Ce fut Ryohei qui tenta de répondre. Mais quand il mentionna l'incident de la plage, Haruka lui dit de se taire. Immédiatement, Miu fit le rapprochement. Alors elle s'en prit à Akatsuki, le traitant de porc dégoûtant et disant qu'elle espérait qu'Haruka lui ferait mordre la poussière. Suite à cela, Akatsuki partit avec les membres du conseil dans une autre partie de la forêt, et Ryohei créa une barrière spéciale utilisant la magie spatiale pour bloquer les sons et s'assurer qu'ils auraient un combat ininterrompu. Intrigué, Akatsuki demanda si le combat affecterait la place de son équipe dans le match de classement, et Ryohei révéla qu'ils avaient déjà fait leurs preuves et seraient tous promus à Claza, ce qui rendit Akatsuki heureux. Il leur dit qu'il traiterait le combat avec eux comme un exercice d'échauffement pour son combat avec Aikami, et cela agaçait Haruka. Alors elle décida de le combattre seule. Elle ordonna à Ryohei et Minami de ne pas interférer avec le combat et s'équipa de ses armes avant de le charger. Cela eut pour résultat qu'elle fut projetée dans la forêt par une explosion d'énergie. Heureusement, elle était indemne, mais Akatsuki se tenait déjà là, son épée à son cou. Juste au moment où il lui disait d'abandonner, Minami et Ryohei vinrent à son aide, mais la fille ingrate se plaignit et les réprimanda pour avoir ignoré ses ordres de ne pas interférer. Ils lui dirent que c'était le seul moyen de préserver sa dignité, car ce serait une honte si elle était vaincue par Akatsuki. Haruka argua que ce serait une honte encore plus grande si l'on apprenait qu'il avait fallu les trois pour vaincre le gamin arrogant. Juste à ce moment-là, la prison de feu d'Akatsuki s'éteignit, et quand ils virent qu'il était indemne, Ryohei demanda s'il était un maître du feu déguisé. Akatsuki expliqua qu'il avait mis en place une barrière anti-magique pour se protéger, car il s'attendait à ce qu'ils essaient de l'éteindre avec de la magie. Réalisant que leur magie ne fonctionnerait pas, ils s'équipèrent de leurs armes et les infusèrent de magie pour augmenter leur efficacité. Avant qu'ils ne puissent attaquer, ils perdirent soudainement leur puissance et découvrirent qu'ils ne pouvaient plus bouger grâce à la technique de manipulation d'énergie d'Akatsuki. Il tenta alors de les abattre en même temps, mais Motoharu interféra avec l'attaque. Akatsuki questionna ses motivations, alors le garçon fit remarquer que la griffure sur le visage d'Akatsuki saignait, ce qui signifiait que la barrière protectrice, qui convertissait les blessures en douleur mentale, était tombée. Malgré cela, ceux de la salle de contrôle n'avaient fait aucune annonce, ce qui le fit suspecter que quelque chose n'allait pas. Soudain, il y eut une forte explosion, et de la fumée fut vue s'élevant de la direction du campement d'Akatsuki. Alors Akatsuki se mit à courir vers l'endroit, et les membres du conseil suivirent. Quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent qu'Izumi et Kuzuha qui étaient gravement blessées et inconscientes. Kuzuha réussit à reprendre conscience et elle s'excusa auprès d'Akatsuki, disant qu'elle n'était pas assez forte pour repousser Phil. À cause de cela, Miu agit comme appât et l'éloigna d'elle pour les protéger. Elle lui dit aussi que Phil venait du même monde que lui, car Miu avait reconnu l'emblème sur son armure. Akatsuki utilisa alors sa technique de vivification pour accélérer le processus de guérison d'Izumi et Kuzuha avant de demander à Haruka de les emmener à la clinique. Il lui dit aussi de vérifier le système pour localiser le dernier emplacement des autres étudiants avant que le système ne se déconnecte. Face à Minami, il s'enquit de sa capacité à fabriquer des golems, et quand elle confirma qu'elle pouvait en fabriquer et en contrôler au moins 300, il lui demanda de les créer et de leur ordonner d'aider les étudiants. Quant à Ryohei, il lui demanda d'assister à l'opération de recherche et de sauvetage et de lancer une fusée éclairante chaque fois qu'il découvrirait une personne blessée afin qu'Haruka puisse les emmener à l'infirmerie. Cela leur fit réaliser qu'il avait l'intention de s'en prendre à Phil seul. Alors ils essayèrent de l'en dissuader. Akatsuki leur dit de ne pas gaspiller leur salive et dit qu'ils ne pourraient pas l'arrêter même s'ils essayaient, leur rappelant ce qu'il avait fait plus tôt. Alors qu'il s'éloignait, Haruka l'appela, promettant de venir l'aider une fois que tous les étudiants seraient évacués en toute sécurité. Pendant ce temps, Miu essayait toujours de s'éloigner de Phil, qui marchait lentement derrière elle comme s'ils étaient dans un film d'horreur buggé. Juste à ce moment-là, Kenya apparut devant Phil, bloquant son chemin et refusant de bouger même si Phil le lui demandait. Il dit qu'il ne laisserait pas Phil passer, alors Phil lui dit que s'il se battait, il serait gravement blessé, étant donné que la barrière était tombée grâce à lui. Il exhiba ensuite ses pouvoirs de manière élaborée, essayant d'inspirer la peur de Dieu à Kenya, mais étonnamment, le garçon habituellement lâche un bon. Voyant cela, Phil décida de l'engager. Mais quand il s'approcha de lui et le frappa, il réalisa qu'il avait été trompé par un mirage. L'instant d'après, il fut frappé par une explosion déclenchée par Kenya.
Et quand la fumée commença à se dissiper, Phil remarqua qu'il était entouré de clones. Impassible et légèrement impressionné par la capacité de Kenya à utiliser le jutsu des clones d'ombre, Phil souffla la fumée restante et demanda s'il essayait de protéger Mew parce qu'il était tombé amoureux d'elle. Kanye répondit qu'il le faisait pour des raisons personnelles et commença un monologue entier sur la façon dont, jusqu'à récemment, il avait exploité les faiblesses des autres parce qu'il ne pouvait pas accepter sa propre faiblesse. Il dit que la haine intense envers ceux qui étaient plus forts que lui l'avait conduit à devenir un pion pour un terroriste, et il avait honte de lui-même, c'est pourquoi il voulait se racheter en prouvant qu'il n'était plus un faible pathétique. À ce moment-là, Phil lui dit d'arrêter de jacasser et de parler à quelqu'un qui s'en souciait vraiment, puis demanda s'il le combattrait comme un homme ou continuerait à se cacher derrière des clones. Kenya lui dit avec colère de ne pas le sous-estimer et déclencha ensuite de multiples explosions, toutes visant Phil. Sans surprise, son petit spectacle de feux d'artifice ne fit aucun mal à Phil, et il fut projeté contre un rocher voisin par un puissant sort de vent. L'impact le rendit immobile, alors Phil se tint au-dessus de lui et dit que puisqu'il essayait de protéger sa pitoyable fierté et non Mew, il vivrait un jour de plus. Kenya finit par s'évanouir et quand il revint à lui plus tard, Akatsuki utilisait sa technique de vivification pour accélérer sa récupération. Comme il détestait toujours le gars, il dit faiblement à Akatsuki de ne pas le toucher, mais Akatsuki lui dit de se taire et de continuer ce qu'il faisait. Kenya demanda pourquoi il perdait son temps à l'aider alors que Mew avait besoin de lui, et Akatsuki lui donna une réponse vague. Il se leva ensuite et appela Motoharu, qu'il avait remarqué le suivre secrètement et qui se cachait actuellement dans les arbres. Motoharu était déçu d'avoir échoué à masquer sa présence à Akatsuki, mais ce dernier lui dit de s'y faire et lui demanda d'emmener Kenya à l'infirmerie. Après qu'Akatsuki soit parti pour continuer à poursuivre Phil, Kenya dit à Motoharu de le suivre, disant que Phil était très puissant et qu'il ne pensait pas qu'Akatsuki pourrait le combattre seul. En réponse, Motoharu dit qu'il serait honteux pour lui de le laisser là mourir. Tandis qu'Akatsuki courait, la voix de Ryohei retentit dans le système d'adresse et il annonça que les matchs de classement avaient été suspendus en raison d'une urgence. Il demanda à tous les étudiants de retourner immédiatement au camp de base et s'adressa également à Akatsuki, lui disant de ne rien faire d'imprudent avant qu'il ne puisse terminer l'évacuation et venir à son aide. Dans une autre zone, Mew se tenait, se rappelant la conversation qu'elle avait eue avec Haruka. Avant le début du match, à propos d'une prophétie, Haruka avait expliqué qu'à l'inscription à Babel, la fortune de chaque étudiant était lue en utilisant la magie spirituelle, et la fortune de Mew n'était pas bonne car elle avait prédit qu'elle était destinée à être isolée. Haruka ne comprenait pas pourquoi la prophétie était sortie ainsi, mais elle conseilla à Mew de se méfier de se mettre en danger. De retour au présent, Mew ne put s'empêcher d'avoir peur en pensant à son temps avec Akatsuki, ce qui ne fit qu'aggraver le sentiment, alors elle tomba à genoux de désespoir. Juste à ce moment-là, Phil arriva et se présenta formellement à elle, disant qu'il était le nouveau héros et qu'il était venu la ramener. Mew argua que c'était impossible, mais il lui dit que c'était aussi possible que la façon dont elle était venue sur Terre avec Akatsuki. Il commença alors à jouer un jeu psychologique avec elle, disant des choses pour briser davantage son esprit. Mais Mew ne tomba pas victime et l'attaqua avec une frappe de vent. Phil la dévia facilement et en un clin d'œil il se tenait devant elle et la frappait à l'estomac. Il la poussa ensuite au sol et tandis qu'il la maintenait là, il lui dit que sa mort apporterait une paix éternelle à Al-Azhar. Cependant, il avait encore besoin d'elle vivante pour le moment afin de l'utiliser comme appât pour attirer le reste de son clan. Suite à cette révélation, il admit qu'il était intrigué de savoir comment elle avait convaincu Akatsuki de l'emmener avec lui et dit que si elle jouait bien ses cartes, il envisagerait de la libérer. Mew tenta de se libérer, alors il lui dit que son manque de coopération affecterait négativement ses amis. Cela arrêta ses mouvements et alors qu'elle commençait à pleurer, Akatsuki arriva et dit à Phil qu'il paierait pour l'avoir fait pleurer. Il s'équipa immédiatement de son épée et chargea Phil avec colère qui tenta de se défendre mais fut repoussé. Pendant qu'ils s'affrontaient, Phil se moqua d'Akatsuki et lui dit qu'il avait des priorités mal placées parce qu'il essayait de protéger une étrangère. Akatsuki lui dit que peu importait que Mew ne soit pas l'une des leurs, car il n'ignorait jamais les larmes d'une fille. Cela fit dire à Phil qu'il n'avait d'autre choix que d'éliminer Akatsuki au nom du héros avant de le repousser avec un sort. Akatsuki riposta avec une frappe d'énergie, mais Phil la trancha avec son épée avant d'essayer en vain de l'éliminer avec des tirs magiques. Akatsuki le chargea de nouveau, et pendant qu'ils étaient engagés dans la lutte des lames, Akatsuki canalisa de l'énergie à travers les deux épées et dans le corps de Phil, le forçant à sauter. Il félicita Akatsuki pour son utilisation de la manipulation d'énergie liée, mais lui dit que son incapacité à utiliser la magie était un grand défaut. Pour le prouver, il commença à attaquer Akatsuki avec des tirs magiques rapides. Mais à sa surprise, Akatsuki les repoussa. Il révéla ensuite que sa décision d'apprendre la manipulation d'énergie liée était intentionnelle, car il pouvait manipuler l'énergie autour de lui comme il le souhaitait, et avait même créé une barrière anti-magique. Il pouvait créer des bombes énergétiques, qui étaient des ogives nucléaires. Mais comme il faisait une démonstration, il créa une petite bombe énergétique et la lança sur Phil. Le chevalier tenta de la bloquer avec une barrière magique, mais fut projeté contre un rocher voisin,
Alors qu'il gisait à terre, Akatsuki s'approcha de lui, le traitant d'idiot stupide pour avoir tenté d'utiliser une barrière anti-magie contre de l'énergie pure. Soudain, il sentit quelque chose et recula d'un bond, gardant une distance de sécurité avec Phil, qui se relevait à cet instant précis. Il admit avoir sous-estimé Akatsuki, mais déclara que c'était dommage qu'il combatte pour l'ennemi. Il tenta ensuite de déstabiliser Akatsuki en parlant de Listy, affirmant qu'elle serait en plein désarroi, car elle aurait déjà découvert que la tombe de l'ancien héros avait été détruite. Il avoua l'avoir détruite avant de partir, car c'était un rappel constant que même dans la mort, Lian lui était toujours supérieur en tout point. Il savait que l'unité de renseignement de Listy l'informerait qu'il était le responsable de la destruction de cette sépulture. Cependant, il était certain qu'une fois revenu à Al-Azhar avec Mew, tout lui serait pardonné et il serait accepté comme le seul et véritable héros. Là d'écouter cet idiot égocentrique, Akatsuki s'approcha de Phil et le frappa, mais Phil se releva et prit Mew en otage. Il menaça de lui faire du mal si Akatsuki ne laissait pas tomber son arme et ne retirait pas l'un de ses dispositifs de bras, car il savait qu'Akatsuki avait besoin de tous pour équiper une autre arme. Akatsuki fit ce qu'il voulait, ce qui plut à Phil. Alors il fit ce que les méchants font. Il révéla leur véritable plan. Il déclara qu'une fois Akatsuki et Mew mortes, la paix reviendrait à Al-Azhar et il deviendrait le nouveau héros. Akatsuki demanda alors pourquoi il était si obsédé par eux, surtout par Mew, alors qu'elle ne lui avait fait aucun tort, et il admit que c'était parce qu'un héros avait besoin d'un seigneur démon à abattre. Cela fit rire Akatsuki, qui dit à Phil que ses aspirations étaient au mieux médiocres, car au final tout se résumait au fait qu'il était jaloux. Quand il commença à se moquer activement de lui, Phil se mit en colère. Alors il laissa Mew et tenta de poignarder Akatsuki, mais fut choqué quand sa lame ne pénétra pas. Il se trouvait qu'il avait utilisé la manipulation d'énergie liée de la même manière qu'on utiliserait le haki de l'armement, et avait recouvert son corps d'un bouclier protecteur. Avant que Phil ne puisse se remettre de ce choc, Akatsuki se transforma en catcheur professionnel et commença à le frapper sans pitié jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il ramassa ensuite son bracelet et en le mettant, il dit à Mew qu'elle était en sécurité, mais à sa grande surprise, elle s'enfuit en courant. Il la retrouva plus tard près de la cascade, alors il lui demanda pourquoi elle s'était enfuie ainsi, et elle lui répondit que c'était parce qu'elle avait réalisé qu'elle était un fardeau. Selon elle, si elle restait en vie, son entourage continuerait à souffrir, et elle ne voulait absolument pas que cela arrive. Elle s'excusa ensuite de l'avoir entraîné dans ses problèmes, et avant qu'il ne puisse réagir, elle sauta dans l'eau en contrebas. Immédiatement, il plongea à sa suite, et après l'avoir sauvée de la noyade, il la tira sur la berge et commença à la réprimander sévèrement. Il dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle fût si faible d'esprit au point de laisser Phil la convaincre qu'elle serait mieux morte. Mew rétorqua que Phil avait raison et affirma que ses paroles l'avaient aidé à voir qu'elle causait à lui et à tous les autres un mal inutile. Mais Akatsuki n'était pas d'accord. Il dit que son père la lui avait confiée, parce qu'il voulait qu'elle vive une vie heureuse, libérée du poids de ses péchés, et ajouta qu'il aurait pu ignorer le dernier souhait de cet homme, mais qu'il ne l'avait pas fait. Il dit aussi beaucoup de choses qui peut être impliquées ou non de la critiquer. Mais au final, il lui demanda d'apprendre à compter sur lui, car qu'elle le croie ou non, elle était à sa place à ses côtés. L'instant d'après, il la surprit en l'embrassant, et quand ils se séparèrent, elle lui demanda s'il ne regretterait pas de la garder près de lui. Et il répondit que non. Il lui dit ensuite qu'il était temps de retrouver leurs amis, mais avant qu'il ne puisse bouger, il s'effondra, et Mew remarqua qu'il avait une blessure au cou. Il s'avéra que Phil l'avait empoisonné pendant leur combat, alors elle tenta d'aspirer le poison. Malheureusement, le poison s'était déjà frayé un chemin dans son système, provoquant une chute de sa température. Alors elle le déshabilla, se déshabilla elle-même et tenta de le réchauffer avec la chaleur de son corps. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le garçon inconscient lui attrape les joues et commence à les pétrir comme de la pâte. Sans surprise, elle fut excitée et atteignit un crescendo qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Cependant, lorsqu'elle s'effondra contre son corps, épuisée par l'expérience, Akatsuki prit la parole. Cela la fit se sentir embarrassée, car elle réalisa qu'Akatsuki avait été conscient tout ce temps, alors elle lui donna un crochet du droit. Après s'être rhabillé, Mew lui demanda comment il avait repris connaissance si rapidement, et il expliqua qu'il avait utilisé sa manipulation d'énergie liée pour empêcher le poison de se propager et s'était soigné lui-même. Il lui dit que si elle n'avait pas été si inquiète, elle aurait remarqué ce qu'il faisait, mais Mew rétorqua que n'importe qui serait inquiet dans la même situation et se plaignit qu'il ait profité de la situation. Akatsuki trouva sa plainte à moitié convaincue amusante. Alors il lui tapota la tête et la remercia de s'être occupé de lui. Il lui dit ensuite qu'il retournait au camp de base, mais Mew refusa, affirmant qu'il était encore trop faible pour bouger, mais Akatsuki lui dit qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer et désigna Phil qui les avait retrouvés. Phil félicita Akatsuki d'avoir survécu à son poison, et Akatsuki lui demanda comment il pouvait se déplacer après avoir reçu une telle raclée de sa part. Phil dit que c'était un secret, mais promit de lui montrer sa véritable puissance, et l'instant d'après, il commença à se charger en énergie. Pendant ce temps, à l'infirmerie, une Izumate confuse reprit connaissance pour trouver Kuzua assise à son chevet, mais il ne fallut que quelques secondes pour que tout lui revienne en mémoire. Elle tenta de sortir du lit pour aller chercher Mew, mais Kuzua ne la laissa pas faire et expliqua qu'Akatsuki gérait la situation. Cela permit à Izumi de se détendre.
Alors Kuzua proposa d'informer le médecin qu'elle était réveillée, mais avant de sortir de la pièce, elle remercia Izumi de l'avoir protégée. Au camp de base, tous les étudiants chuchotaient entre eux, se demandant quelle était l'urgence. Les membres du conseil tentèrent de contacter Akami. Malheureusement, ils ne purent le joindre et décidèrent de le briefer sur la situation plus tard. Juste à ce moment-là, quelque chose comme un tremblement de terre se produisit, alors ils se précipitèrent dehors pour enquêter et furent surpris de voir un dragon. Ce dragon était Phil, car il avait formé un pacte avec Zai, un dragon de malheur de Lazare connu pour être une forme de vie supérieure. Akatsuki demanda à Miu de reculer, disant qu'il s'occupait de Phil, mais elle refusa et lui rappela qu'il se remettait encore du poison. Elle tenta de le convaincre de rester en arrière, et quand il refusa, elle proposa de servir d'appât pour éloigner Phil jusqu'à ce que sa récupération soit complète. Akatsuki lui dit que c'était une décision imprudente, mais Miu le poussa au sol, car elle savait qu'il était encore trop faible pour la poursuivre. Elle lui dit ensuite de se concentrer sur sa récupération, afin qu'il puisse venir à son secours avant de se lancer dans les airs et d'attaquer Phil avec un sort de vent. Cela le mit en colère, mais elle s'en moquait et lui dit avec défi de venir l'attraper s'il le pouvait, puis s'envola, alors il la suivit. Au même moment, Kuzua se dirigeait vers eux. Et quand elle vit le dragon s'envoler, elle se rappela comment Miu s'était excusé auprès d'eux lorsque Phil avait attaqué. Elle se dit alors qu'elle ne laisserait pas Miu gérer tout seul et continua son chemin. Bientôt, elle arriva sur les lieux. Akatsuki fut surpris de voir qu'il n'était pas avec Miu. Cependant, après qu'il lui eut expliqué ce qui lui était arrivé et pourquoi Miu servait toujours d'appât, elle décida de rejoindre son ami. Juste à ce moment-là, Izumi prit la parole derrière eux, surprenant Kuzua en lui disant qu'elle la rejoindrait. Elle dit que lorsque Kuzua l'avait laissée à l'infirmerie, elle avait remarqué qu'elle portait le même regard que Miu lorsqu'elle s'était excusée pendant l'attaque de Phil, alors elle l'avait suivi. Elle retira ensuite le bandage de sa tête et dit à Akatsuki que rien de ce qu'il dirait ne les empêcherait d'aller vers Miu. Voyant leur détermination, Akatsuki décida de les laisser jouer les Super Nanas pour une nuit, mais leur fit promettre de ne pas trop forcer. Pendant ce temps, Miu continuait d'attirer Phil au loin et quand elle cessa enfin de courir, elle l'attaqua avec un sort de vent de haut niveau. Malheureusement, l'attaque ne l'affecta pas, car il possédait une barrière impénétrable. Alors elle tenta des attaques physiques. Elle équipa son bâton et le frappa avec, mais ce fut également inefficace et elle fut projetée au sol par sa queue. Quand elle tenta de bouger, elle découvrit que sa magie avait été drainée et aurait été écrasée comme un insecte si Haruka n'était pas intervenue pour la sauver. Alors qu'elle regardait Phil, Haruka demanda où était Akatsuki, car cela n'avait aucun sens pour elle qu'il ne soit pas là pour protéger Miu après avoir fait tant d'histoires plus tôt. Miu expliqua qu'il avait été empoisonné et était encore un peu immobilisé, alors elle essayait de lui faire gagner du temps pour qu'il se rétablisse complètement. En entendant cela, Haruka demanda à Miu si cela ne la dérangerait pas qu'elle vole la gloire d'Akatsuki en abattant le dragon à sa place, et c'est à ce moment-là qu'elle remarqua que Minami et Ryohei étaient également présents. Elles avaient déjà déduit que les attaques magiques directes ne fonctionneraient pas, alors elles infusèrent leurs armes de magie et chargèrent Phil. Pendant qu'elles le combattaient, Kuzua et Izumi rejoignirent la fête, augmentant leurs chances de victoire, mais cela ne fit qu'inquiéter Miu. Pour la calmer, elles lui dirent qu'Akatsuki avait promis de les rejoindre dans 30 minutes. Tout ce qu'elles avaient à faire était donc de survivre jusque-là. Elles rejoignirent ensuite le combat. Mais alors qu'elles semblaient sur le point de gagner, Miu réalisa que quelque chose n'allait pas et tenta de les avertir. Il s'avéra que Phil avait seulement fait semblant d'être affecté par leurs attaques afin de les attirer et de les attaquer tout en même temps. Malheureusement, Miu arriva trop tard et regarda tout le monde se faire assommer, la laissant seule face à lui. Il rétorqua, lui demandant ce que ça faisait de se voir arracher son espoir, et lui dit qu'il était temps de retourner à Al-Azhar. Miu répondit qu'elle n'irait nulle part et équipa de nouveau son bâton, ce qui lui valut une éloge de sa part concernant sa bravoure. Cependant, il lui dit que cela ne l'amènerait nulle part et menaça de commencer à tuer ceux qui l'entouraient si elle ne coopérait pas. Miu évalua silencieusement les risques et décida que jouer selon les règles de Phil était le mieux pour tout le monde. Cela plut à Phil, alors il lui dit que son sacrifice sauverait leurs deux mondes, puis la souleva avec ses tentacules. Miu n'essaya pas de se débattre, mais Phil lui dit quand même que se débattre était inutile et lui demanda d'accepter son destin tel qu'il était. Elle répondit qu'elle avait déjà accepté son destin, mais dit que sa confiance en Akatsuki était la raison pour laquelle elle l'avait accepté en premier lieu, ce qui fit ricaner Phil. Il lui rappela que c'était Akatsuki qui l'avait rendue orpheline, mais Miu s'en tint à ce qu'elle avait dit et défendit les actions d'Akatsuki. Selon elle, Akatsuki était un véritable héros, ce que Phil ne deviendrait jamais. Et même s'il était nommé le nouveau héros, elle ne le reconnaîtrait jamais. Quand elle mentionna qu'elle ne deviendrait pas la nouvelle seigneur démon pour gonfler son stupide ego, Phil lui dit que ses opinions et ses décisions n'avaient aucune importance. Il décida alors qu'il était temps de retourner à Al-Azhar. Mais avant qu'il ne puisse achever le processus de téléportation, Akatsuki apparut sur sa moto et arracha Miu de ses mains. Après l'avoir déposé, il lui ordonna de prendre les autres et de retourner au camp de base, promettant qu'il ferait de même une fois que Phil serait de l'histoire ancienne. Phil lui dit de ne pas se montrer arrogant et affirma qu'il le finirait d'abord puisque son plan initial était de l'attirer à Al-Azhar.
Prenant cela comme une invitation, Akatsuki attaqua Phil, et ainsi commença le tournoi de puissance. Mais à un certain moment, Phil prit le dessus et repoussa Akatsuki. Soudain, il devint faible. Alors Akatsuki révéla qu'il avait utilisé ses attaques comme couverture pour effectuer sa technique de manipulation d'énergie liée sur lui, et Phil se mit en colère. Il commença à se préparer à pulvériser Akatsuki dans l'oubli. Mais Akatsuki ne fut pas déstabilisé et se tint prêt à contrer l'attaque. Cependant, Phil sortit la carte Inversion universelle et tourna son attention vers Mew, tirant le rayon sur elle. Le résultat fut une très grande explosion, mais heureusement, Akatsuki était arrivé à temps auprès de Mew et avait utilisé ses points d'armure scénaristique, la sauvant ainsi que les autres qui étaient encore inconscients. Bien qu'il fût lui-même indemne, Akatsuki perdit son épée et l'un de ses dispositifs de bras et fit quand même un pas pour s'approcher de Phil. Mew lui demanda s'il avait un désir de mort et lui dit qu'il ne pouvait pas se battre sans son arme, mais il l'assura qu'il irait bien. Il dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il perde un combat contre un lézard glorifié et lui demanda de faire confiance à son jugement. Mew s'approcha de lui, disant que ce n'était pas qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais que c'était parce qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. L'instant d'après, Haruka interpella Akatsuki, et alors qu'elle s'approchait de lui, il lui dit de ne pas essayer de le dissuader de combattre Phil. Elle répondit qu'elle n'avait pas l'intention de faire cela et retira son dispositif de bras qu'elle lui donna à utiliser à la place de celui qu'il avait perdu. Il chargea ensuite Phil, le frappant en plein dans la tête, et un autre combat commença, mais Phil tricha en libérant une autre explosion, contre laquelle Akatsuki lutta un moment avant d'être projeté dans le ciel. Alors qu'il commençait à tomber, les filles remarquèrent qu'il était inconscient, il ne pouvait donc pas se défendre contre la prochaine explosion que Phil préparait. Mew commença immédiatement à appeler Akatsuki, lui criant de se réveiller et de tenir sa promesse. Et cela fonctionna, il réussit à rééquiper son épée avant que Phil ne libère sa prochaine explosion et la traversa comme s'il était le Ashura de feu. Par coïncidence, il coupa également Phil en deux et après que celui-ci eut explosé en arrière-plan, Mew se précipita aux côtés d'Akatsuki pour vérifier son état. Cependant, elle s'arrêta à mi-chemin et resta à fixer son dos jusqu'à ce qu'il se retourne pour lui faire face car il sentit qu'elle pleurait. Alors elle se précipita dans ses bras où il la réconforta. Des heures plus tard, les images du combat d'Akatsuki avec Phil furent visionnées au sommet par les membres de l'organisation. Certains croyaient que sa force exceptionnelle le qualifiait pour rejoindre leur rang, mais les autres n'étaient pas d'accord. Ils dirent qu'ils voulaient quelqu'un d'un niveau différent d'Akatsuki pour rejoindre leur rang. Cette déclaration rendit évident qu'ils complotaient quelque chose dont le gouvernement n'était pas au courant et avait espéré qu'Akatsuki serait leur pièce finale. L'un d'eux mentionna que les tours qu'ils avaient construites dans le monde entier fonctionnaient pour stabiliser certaines veines souterraines. Et une fois que les tours restantes seraient prêtes, ils commenceraient la phase finale de leur plan. Un autre demanda s'il était enfin temps pour eux d'anéantir le crépuscule cramoisi. Et Takami dit qu'ils étaient libres de se débarrasser d'eux et de quiconque se mettrait en travers de leur plan. Cependant, il insista fermement pour qu'il laisse tranquille le fondateur du groupe Crépuscule Cramoisi, car il voulait être celui qui l'éliminerait. Après la réunion, Mikami resta en arrière pour revoir les images du combat depuis le début et fut étonné de la façon dont ils avaient réussi à blesser une forme de vie supérieure. Il dit que c'était une bonne chose qu'une telle opportunité se soit présentée à lui et juste au moment où il éteignait la vidéo, quelqu'un qu'il appelait Michael entra. Il demanda pourquoi Ikami n'avait pas géré la situation avec Phil lui-même et il répondit que c'était pour éviter des pertes. Il expliqua qu'il aurait dû utiliser l'une de leurs tours pour accomplir la tâche et cela aurait anéanti tout dans un rayon de 3 km. Et il ne voulait pas cela. Après l'avoir écouté, Michael dit que la réalisation de leur projet devait passer avant toute autre chose. Il était donc justifiable que quelques sacrifices soient faits pour que cela se produise. En réponse, Mikami demanda s'il était d'accord pour que son jeune frère fasse partie de ces sacrifices, mais Michael ne répondit pas. Quelques jours plus tard, Akatsuki se tenait sur le toit, boudant le fait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de combattre Akami lorsque Motoharu vint le rejoindre. Il lui dit que les résultats des matchs de classement avaient été affichés et que son équipe était promue en classe A pendant qu'il conversait. Akatsuki dit à Motoharu qu'il savait qu'il l'avait secrètement aidé pendant son combat contre Phil et Motoharu ne le nia pas. Il dit qu'il avait espéré qu'Akatsuki ne le remarquerait pas, car il semblait que le combat avait été personnel et il ne voulait pas s'immiscer. Cela fit demander à Akatsuki si Motoharu se serait occupé de Phil s'il ne l'avait pas fait, et Motoharu le nia, disant qu'il n'était pas assez stupide pour affronter une bête aussi puissante. Il partit ensuite. Mais une fois dans la cage d'escalier, il reçut un appel de quelqu'un qu'il appelait Capitaine. Et après une brève conversation, il lui dit qu'il n'était pas sûr qu'Akatsuki rejoigne leur cause. Cependant, il promit de continuer à l'observer. Et quand il raccrocha, il devint évident qu'il faisait partie de l'organisation Crépuscule Cramoisi. Pendant ce temps, à Al-Azhar, Barum était sous le feu de Listi qui exigeait de savoir pourquoi il avait envoyé quelqu'un qui était lié par contrat à Zodak pour une mission aussi vitale. Barum dit que c'était parce qu'ils avaient affaire à la fille du Seigneur Démon et avaient besoin de toute la puissance qu'ils pouvaient trouver.
Listy pensa que sa raison n'avait aucun sens, mais il l'assura qu'une fois que Phil reviendrait avec Mew, il verrait que sa décision avait été la bonne. Miranda, le bras droit de Listy, demanda alors ce qu'il ferait si Phil revenait seul, et il dit qu'il s'excuserait auprès de Listy de ne pas l'avoir cru. Soudain, Zex et un autre chevalier firent irruption, et quand Listy demanda pourquoi ils interrompaient leur réunion, Phil révéla que les bêtes vivant dans les montagnes devenaient incontrôlables. Il dit que leur comportement ne pouvait être attribué qu'au fait que Zack était mort, mais Barham refusa de le croire. Car il ne pensait pas que Phil puisse perdre. Comme si cela ne suffisait pas, Zex les informa que certains de leurs soldats avaient été attaqués et anéantis par le clan des Ténèbres. Suite à ce rapport, davantage de soldats furent mobilisés pour aller combattre le clan des Ténèbres. Alors que Listy les regardait partir, elle pensa à Akatsuki, elle se rappela ce qu'il lui avait dit le jour de son départ et commença à pleurer en l'appelant de tout son cœur. Comme s'il sentait ses pleurs, Akatsuki se réveilla soudainement de sa sieste et se dit qu'il devrait partir bientôt. Plus tard ce soir-là, Mew invita Izumi et Kuzua chez Akatsuki et leur révéla la vérité sur son identité. À sa grande surprise, les filles ne se mirent pas en colère et l'acceptèrent telle qu'elle était. Une fois qu'Akatsuki fut sûr que tout était réglé, il les rejoignit dans le salon et leur dit qu'ils devaient retourner à Al-Azhar parce que quelque chose n'allait pas. Étonnamment, les filles dirent qu'elles l'accompagneraient, et au lieu d'essayer de les faire changer d'avis, Akatsuki accepta. À ce moment-là, Haruka était devant la maison, se demandant si elle devait entrer ou non, lorsque Motoharu apparut. Pendant qu'ils discutaient de leur raison d'être là, ils sentirent un décalage dimensionnel et se précipitèrent dans la maison pour en trouver la source. Une fois à l'intérieur, ils rencontrèrent Akatsuki et les filles sur le point de partir pour Al-Azhar, alors ils se joignirent à elles. Pensez-vous qu'Akatsuki et les autres pourront arrêter la tempête dans laquelle ils sont sur le point de s'engouffrer ou les choses vont-elles s'aggraver? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et souhaitez en voir d'autres similaires, consultez la prochaine vidéo. À la prochaine fois!